Bien, bonjour, merci de nous accueillir. Alors on va se présenter un petit peu pour que vous sachiez qui on est. On va vous parler donc de référencement pendant une petite heure et puis après on va prendre quelques questions dans la salle, des questions que j'espère nombreuses et auxquelles donc on essaiera de répondre. Donc je vais me présenter, donc je m'appelle Olivier Andrieux. Je suis basé à Heiligenstein, je pense que c'est une grande ville que vous connaissez tous et toutes, bien sûr. C'est dans le Bas-Rhin, c'est au sud de Strasbourg, c'est un tout petit village sur la route du vin. C'est la patrie du Klevner depuis 1742, c'est un excellent vin blanc qui se boit depuis l'apéritif jusqu'au dessert. Voilà, ça c'est fait, ça c'est dit. Il faut... donc pour présenter mon activité, j'ai un lourd passé dans le Minitel. Oui, ça ne nous rajeunit pas. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Et puis donc finalement en 93, quand le web est arrivé, j'ai fait un petit peu le pas entre le Minitel français et l'internet, le web mondial. J'ai créé ma société Abondance le 1er avril 96 avec déjà une offre de référencement sur les outils de recherche de l'époque. C'est sûr que ça a beaucoup changé depuis. Et donc ça fait une grosse vingtaine d'années que je fais ce métier. Alors ça s'appelait référencement naturel aujourd'hui. Maintenant ça s'appelle SEO, Search Engine Optimization. Mais enfin globalement c'est juste une évolution du métier. Et donc ce métier, je fais beaucoup d'audits. Beaucoup d'audits de sites pour savoir ce qui ne va pas en SEO sur le site, beaucoup de conseils et d'accompagnement sur des nouveaux sites ou sur des refontes de sites, des formations, des conférences, tout ça autour du référencement naturel, donc qui est ma spécialité. Ça passe aussi par des livres. Alors voilà, il y a réussir son référencement web, ça c'est le gros pavé de 660 pages, très bien pour caler les grands meubles. Et la petite version light, SEO 0 €, voilà, c'est un petit peu tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le SEO sans jamais oser le demander. En 220 pages, voilà, des guides, voilà, un DVD. Enfin, l'idée en fait c'est d'essayer de... Bon, c'est un métier qui est vraiment passionnant, donc c'est un petit peu ma passion depuis 20 ans, et j'essaie de faire passer cette passion et de faire passer l'information au travers de ces conférences, de ces formations et de mon travail au quotidien. Et Dieu sait s'il y a beaucoup de choses à faire en termes de référencement naturel à l'heure actuelle. Voilà, je vais passer la parole à Henri. Merci Olivier. Déjà pour vous dire que c'est un grand plaisir pour moi de faire une conférence avec le maître du référencement, parce que je suis un passionné également depuis mon plus jeune âge. Je me présente Henri Offroy, j'ai 33 ans. Je suis le cofondateur donc de l'agence Power Traffic, l'associé de Romain Prat là, ici présent. Power Traffic, c'est une start-up à taille humaine. On est basé donc à Rouen, à Séninopolis. On est également membre fondateur de l'association NWX, Normandie Web Expert. On est une douzaine de personnes et donc spécialisées dans tout ce qui est communication online et web marketing, sachant que notre expertise première est le référencement naturel et également le référencement payant. Donc on fait également de l'emailing, tout ce qui est Facebook Ads, donc la publicité sur Facebook, également tout ce qui est retargeting, tout ce qui est affiliation et autres. En gros, tout levier qui va permettre de générer du trafic sur un site internet. On a des clients qui sont à la fois sur la région, je peux vous en citer quelques-uns comme Normaclo, Novacell, Mouvon, Autocréa, Bâti Avenue et bien d'autres, mais également des grands comptes. Donc on est amené à travailler pour Elior, pour Singer, la SNCF, le Crédit Agricole. Tout ça pour dire que même si on est une agence basée à Rouen, on peut également travailler donc pour des projets qui se trouvent à Marseille ou aux quatre coins de la France. On est également certifié Google AdWords et également Google Partner. Juste un petit mot par rapport à l'agence. On est une agence très white SEO, c'est-à-dire qu'on respecte vraiment à la lettre les règles préconisées par les moteurs de recherche. Ça, c'est important de le notifier. Voilà, on peut peut-être commencer. Hop, c'est à toi, je crois, Olivier. C'est à moi.
Merci Henri. Donc voilà, on va commencer cette présentation. Bon, on va parler de beaucoup de choses, mais on va spécifiquement parler de référencement naturel, donc de SEO. On ne parlera pas de publicité, qui est le SIA, donc les AdWords, etc. C'est un autre métier aujourd'hui. C'est vraiment un métier différent. Donc voilà, on a choisi d'axer cette présentation spécifiquement sur le référencement naturel. Bien sûr, si vous avez des questions sur d'autres sujets comme la AdWords par exemple, on pourra y répondre dans la suite de cette conférence lors des questions-réponses. Alors on va parler de pas mal de choses. Je pensais que c'était intéressant aussi quand on va parler d'avenir, un petit peu de savoir d'où on vient finalement, et de faire un petit historique même très rapide du SEO, de savoir ce que c'était il y a 20 ans. Il y a 20 ans c'était beaucoup plus facile de faire du SEO, c'était un petit peu artisanal, mais c'est bon, c'était sympa, c'était une bonne époque. Il y avait les premiers moteurs qui s'appelaient Excite, Webcrawler, Infoseek, Lycos. Lycos c'était un petit labrador noir, va chercher Lycos, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Et donc le web était très simple, il y avait très peu de sites, il y avait très peu de pages, donc les moteurs étaient finalement très simples. Derrière le critère de pertinence, c'est-à-dire quand on tapait un mot-clé sur un moteur comme Webcrawler, les pages qui arrivaient en premier, c'était celles qui avaient le plus de fois le mot qui était demandé. Voilà, c'est quelque chose de très simple. Résultat, il y a un certain nombre de personnes qui ont fait du bourrage de mots-clés dans leur page, avec un texte comme celui qui est indiqué ici, avec 1, 2, 3, 4, 5 fois boîte à cigares personnalisée dans deux phrases. Enfin, c'était illisible par les internautes, mais les moteurs adoraient ça à l'époque. Et finalement, c'est un petit peu le schéma du référencement encore aujourd'hui. Il y a des moteurs de recherche. Alors aujourd'hui, c'est plutôt Google. Il y a des gens qui sont des référenceurs qui essaient de comprendre comment fonctionnent les moteurs. Et puis, à côté de ça, il y a des gens qui font du travail white, donc ce qu'on appelle ça du travail white, c'est-à-dire du travail propre, du travail tel que Google le recommande, donc qui écrivent pour les internautes globalement. Et puis, il y a des gens qui font du travail black, on va dire, enfin les black hats et les white hats, chapeau blanc, chapeau noir, c'est comme ça que ça s'appelle, et qui essaient de contourner les algorithmes et les systèmes de classement des moteurs. Donc ce schéma-là, finalement, il a 20 ans, mais il existe encore aujourd'hui, même si c'est un petit peu plus compliqué. Bref, voilà, on passe quelques années. En décembre 95 arrive AltaVista qui était le premier vrai moteur un peu costaud. Et AltaVista prenait en compte des mots qui étaient dans une balise, alors qui était une balise qui était transparente. On n'est pas là pour parler technique, mais c'était tout simplement, on alignait les mots les uns derrière les autres, séparés par une virgule, dans la page web, de façon transparente par rapport à l'internaute. Le moteur le lisait, mais pas l'internaute. Par exemple, sur mon site, j'aurais pu mettre la balise méta, mot-clé, moteur de recherche, virgule, AltaVista, virgule, référencement, virgule, abondance. Et le moteur de recherche savait que la page parlait de ces termes. Donc la page était bien classée pour ces termes. Voilà, ça c'est... Et puis en 98, Google est arrivé et Google a mis en place une nouvelle famille de critères de pertinence qu'on appelle les critères off-page, c'est-à-dire l'analyse des liens qui pointent vers une page. Donc ça, c'est vraiment un point qui est devenu très important et encore plus important même depuis quelques années et même depuis quelques mois. Donc je parlerai de tout ça tout à l'heure parce que c'est un point qui, à mon avis, est capital aujourd'hui. Mais globalement, lorsque un site fait un lien vers un autre site, Google considère que ce lien est un vote. Et donc plus on reçoit de liens depuis d'autres sites, plus on reçoit de votes, plus on est populaire. Plus on est populaire, plus et meilleur est le classement dans les résultats de Google. C'est ce que Google appelle le PageRank. On en reparlera tout à l'heure parce que c'est un point très important. Donc Google a balayé tous les autres moteurs parce que justement il était beaucoup plus pertinent grâce à ces critères basés sur l'analyse des liens. Google a aussi tué la balise Meta Keywords, donc cette balise dont je parlais tout à l'heure, là en bas, là, avec les mots-clés, qui aujourd'hui ne sert plus à rien en référencement, puisque Google ne la lit pas et ne l'a jamais lu. Ce qui est très important, c'est de bien comprendre qu'on est vraiment passé d'une époque où on faisait un site pour les internautes et on faisait des actions pour les moteurs à côté. On faisait un site pour les internautes, très bien, et puis on mettait les mots-clés dans une balise, dans un truc un peu caché. Ça, c'était il y a 15 ans. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça. Aujourd'hui, on est dans une logique, alors je reviendrai sur cette slide tout à l'heure, on est dans une logique où
Google est un internaute. Il faut toujours penser à ça. Google, c'est un internaute qui va lire la même chose que ce que lit l'internaute lambda qui vient sur votre site. Donc il n'y a plus de zone cachée, il n'y a plus de zone pour Google et de zone pour les internautes. Google, il faut le considérer comme un visiteur classique et il va lire exactement la même chose qu'un visiteur humain. On est donc en 2014 et évidemment Google évolue. Aujourd'hui, c'est devenu très complexe. Alors, le métier de référenceur est devenu très complexe parce que pour analyser un contenu, Google utilise 200 critères de pertinence. Donc c'est vraiment quelque chose de très complexe, pas simple. Alors bien sûr, il ne dit pas lesquels c'est. Lui, il dit juste on utilise 200, 200 critères. Débrouillez-vous avec ça. Donc nous, on essaie de comprendre quels sont ces critères et comment ça fonctionne. L'algorithme, c'est-à-dire la formule de classement, le système qui fait que quand on pose une question à Google, il y a des résultats qui arrivent, il connaît au minimum 500 changements de cet algorithme, donc cette formule de classement par an. Donc il y en a eu 665 en 2012, il y en a eu 890 en 2013, il y en aura peut-être plus de 1000 en 2014. Donc c'est vraiment... Google, c'est un espèce de système mutant qui n'arrête pas d'être modifié par les ingénieurs de l'entreprise et pour toujours être le plus pertinent possible. Le dernier algorithme, le dernier gros changement, il s'appelle Hummingbird. Alors Hummingbird, c'est colibri en français, qui a été lancé en août 2013. J'en parlerai peut-être un petit peu dans la conférence. Globalement, en fait, c'est un algorithme, donc c'est un système qui va prendre en compte la richesse sémantique des textes. Hummingbird, depuis un an, a vraiment changé notre façon de rédiger sur le web et de ne pas penser que aux mots-clés, de ne pas penser que spécifiquement sur des termes précis, mais d'enrichir les contenus avec des synonymes, avec des termes connexes, bref, avec ce qu'on appelle un champ lexical finalement, on peut appeler ça aussi le cocon sémantique, bref, avec des mots très riches, un ensemble de mots très riches qui décrit un concept sur une page. Donc on réfléchit moins sur le mot-clé que sur le concept et la sémantique. Bon, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais ça touche surtout l'écriture de ce qu'on va rédiger sur le web. À côté de ça, alors vous avez peut-être à droite à gauche entendu parler de Panda ou de Penguin qui sont des filtres anti-spam en fait. Google est extrêmement spammé, donc il y a des milliers, des dizaines de milliers de personnes qui essaient de manipuler le système de Google pour essayer, via des techniques interdites, d'être devant les autres en fait, donc ce qu'on appelait les techniques black tout à l'heure. Et donc Google a mis en place, exactement comme sur un logiciel de mail, il y a un filtre anti-spam, il a mis en place des filtres de spam qui carchérisent son système, qui carchérisent son moteur du spam. Donc Panda, il y a eu Penguin, etc. On a choisi de ne pas en parler aujourd'hui parce que globalement, si vous faites du travail propre, et j'espère que vous faites du travail propre et que vous êtes sérieux sur le web, vous n'avez jamais affaire à un Panda ou un Penguin. Mais bon, voilà, s'il y a des questions tout à l'heure, on en parlera j'essaierai ou on essaiera de répondre à vos questions sans problème. Voilà, je laisse la parole à Henri après cette petite présentation rapide. Merci Olivier. Alors, quelque chose de simple, mais l'objectif du référencement naturel, c'est de générer du trafic, et si possible, du trafic ciblé, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous avez les sites vitrines, les sites e-commerce, les sites institutionnels. Si on parle d'un site vitrine, l'objectif, ça va bien évidemment être de se faire connaître. Par exemple, un restaurant sur Rouen. Pour un site e-commerce, ça va être de générer du chiffre d'affaires. Et pour un site institutionnel, ça va plus être pour, on va dire, sa notoriété, son image de marque. Également, au niveau des enjeux, il y a construire une présence internationale ou encore se différencier de ses concurrents. Là, on a une expression qui est commercial bâtiment. Quand on tape cette expression dans Google, on peut s'apercevoir qu'il y a environ 4 800 000 résultats. Vous avez les résultats là en fond jaune qui sont les résultats du référencement payant, ce qu'on appelle les liens sponsorisés. C'est finalement le modèle économique de Google. Là, des annonceurs payent pour être positionnés, sachant que le premier qui se trouve en haut va payer le clic le plus cher. Et d'un point de vue résultat donc naturel, donc organique, le premier résultat va être donc commercial BTP
.com. Donc sur la première page, on a environ 10 résultats naturels. Au niveau du taux de clic, on peut s'apercevoir qu'au niveau de la première position, ça correspond à environ 44%, ça dépend des études. Et le deuxième résultat, environ 14%, et le troisième un petit peu moins. Tout ça pour dire qu'il est impératif d'être positionné dans les premiers résultats. Alors oui, mais il faut faire attention parce que si on se focalise trop sur des requêtes génériques, ce qu'on appelle des requêtes génériques, c'est finalement des résultats, on va appeler ça plutôt difficiles. Donc par exemple le terme chaussure ou des termes comme mode ou autre, on risque finalement de se retrouver en deuxième, troisième, quatrième page ou autre, et finalement ça va générer très peu de trafic. Alors que finalement de se focaliser plus sur ce qu'on appelle des requêtes de longue traîne, c'est-à-dire des expressions plus longues où il y a moins de concurrence, on a de fortes chances finalement de remonter et d'être mieux positionné. J'ai essayé de prendre un exemple concret. Si on prend par exemple une boutique de chaussures sur Rouen, si le client me demande de remonter sur boutique ou alors sur boutique chaussures, je vais lui dire attention, il y a aujourd'hui des mastodontes, des acteurs qui ont un historique, qui ont beaucoup plus de contenu sur le site, et ça va être très difficile de remonter dans ces 3 premiers résultats. Donc je vais me focaliser sur des requêtes qu'on appelle plus de longue traîne, sur des expressions un peu plus longues, avec davantage de mots-clés. Ça peut être par rapport à des villes, par rapport à des couleurs, par rapport à des marques ou autres. Donc dans ce cadre-là, ce serait par exemple boutique, chaussures, Rouen. Je te laisse la parole. Oui. Alors la question qu'on se pose souvent et qui est légitime, c'est sur quel moteur est-ce qu'il faut se référencer? Sur quel moteur est-ce qu'il faut obtenir une visibilité? Alors actuellement en Europe, je ne vais pas vous sortir un scoop aujourd'hui, hein, c'est évidemment Google qui est largement le plus utilisé, le moteur le plus utilisé. Globalement, lorsqu'on regarde le trafic moteur sur un site, 93% en France, 93% du trafic moteur est renvoyé par Google et environ 5% par Bing. Bing, c'est le moteur de recherche de Microsoft qui tourne à la fois sur Bing et sur Yahoo. Donc on additionne les statistiques de Bing et de Yahoo pour avoir le chiffre. Donc voilà, les chiffres, même en Espagne, on est plus vers du 97% de Google. Donc globalement, si votre cible, c'est la France ou l'Europe, ne regardez que Google, puisque c'est ce que tout le monde fait, on ne regarde que Google, et on estime que le travail qu'on fait pour Google suffit par rapport à Bing, qui de toute façon est un clone de Google, et ça suffit par rapport à Bing et par rapport au trafic qu'il renvoie, au trafic très faible. Après, effectivement, si vous avez une cible aux États-Unis, Bing aujourd'hui est à 30% de part de trafic aux États-Unis, donc on regardera un petit peu plus Bing, mais Bing est très proche de Google en termes de fonctionnement. La seule différence, c'est l'aspect social. Bing étant très proche de Facebook, les réseaux sociaux sont un petit peu plus perméables à Bing, alors que Google est quasiment imperméable aux réseaux sociaux, mais j'en parlerai tout à l'heure. Donc la situation, elle est simple, hein. Pardon, elle est simple. En Europe, en France et en Europe, c'est Google qui est largement dominant, hein. C'est clair que c'est un petit peu, enfin, j'enfonce des portes ouvertes, donc on ne se référence que sur Google. Est-ce que ça peut changer à l'avenir? C'est une vraie question. Ça dépend comment on voit la chose. Pour moi, il y a une vraie opportunité de créer un moteur français aujourd'hui. Mais spécifiquement français, sur la France ou la francophonie, ou en tout cas éventuellement sur la langue française, ce qui n'existe pas. C'est un petit peu dommage. Donc sur une niche au niveau mondial, hein, qui est un pays, je suis persuadé qu'il y a de quoi faire, hein. La Russie a montré qu'avec Yandex par exemple, qu'il y avait de quoi faire. Il y a un certain nombre de pays qui ont des moteurs locaux et ça marche très bien. Donc sur la France, il y aurait possibilité, mais pour le moment on voit rien arriver. Sinon, si on veut concurrencer de façon frontale Google,
Autant vous dire qu'il faut quand même quelques milliards de dollars dans la poche et que tout le monde ne les a pas. Donc ce serait, moi je vois deux acteurs qui pourraient éventuellement contrecarrer Google, c'est Apple et Facebook. Donc Apple peut-être avec un moteur mobile. Ce serait cohérent pour Apple de mettre en place un moteur mobile. Il y a beaucoup de rumeurs là-dessus, mais pour le moment on ne voit rien arriver. Mais enfin, on verra peut-être en 2015 quelque chose. Et puis Facebook avec un moteur social, un moteur de recommandation. Enfin là avec le Graph Search. Là par contre Facebook a pas mal de projets et commence à les dévoiler. Et on peut penser qu'à l'avenir Facebook peut devenir légitimement un vrai concurrent de Google. Voilà. À part ça, à part ces deux acteurs, honnêtement, je vois pas très bien qui peut aujourd'hui avoir les épaules assez larges pour concurrencer Google. Donc je pense qu'on va encore manger du Google pendant quelques années. Ah oui, c'est encore moi. Un point qui est important aussi sur le trafic, et ça je vous engage vraiment à bien regarder ça. Vous avez un site web, vous allez avoir un site web. Vous allez avoir un outil de mesure d'audience, Analytics ou un autre système de mesure d'audience. Regardez quelles sont les sources de trafic sur votre site. C'est un point assez important. Globalement, il existe 3 sources de trafic sur un site web. Donc là, c'est le petit camembert là qui est issu de Analytics. Il y a en bleu les moteurs de recherche, bien sûr. Donc très globalement Google aujourd'hui. En vert, c'est les sites référents, c'est-à-dire ce sont les gens qui cliquent sur des liens pour arriver sur votre site, des liens qui existent sur le web vers votre site, donc ils cliquent dessus et ils arrivent chez vous. Et puis il y a les accès directs, donc les gens, les internautes qui tapent directement l'adresse de votre site. Je pense que c'est vraiment important d'essayer d'harmoniser le plus possible le camembert au travers des 3 sources de trafic. C'est jamais simple, c'est clair, mais ce qui est important, je pense, c'est de ne pas être dépendant d'une source de trafic donnée, et encore moins être dépendant de la source de trafic des moteurs de recherche. Parce que si vous dépassez les 50% de part de trafic moteur, c'est-à-dire vous dépassez les 50% de votre trafic qui est renvoyé par Google, vous devenez dépendant de Google. Et il peut y avoir un problème technique, il peut y avoir des pénalités, il peut y avoir tout un tas de choses qui peuvent se passer. Si vous perdez le trafic Google, vous mettez la clé sous la porte. On ne peut pas se permettre d'être dépendant d'une source de trafic qu'on ne maîtrise pas complètement. Et Google, c'est une source de trafic qu'on ne maîtrise pas complètement. Donc c'est vraiment important. Il faut bien voir aussi que Google n'est pas un chevalier blanc, que si vous rentrez en concurrence à un moment donné avec Google et que Google commence à être une espèce de pieuvre qui travaille et qui essaie de piocher dans tous les domaines, le tourisme, etc., l'assurance, enfin bon, c'est pas juste un moteur de recherche aujourd'hui Google, la publicité, enfin, etc. Il est à terme, il a vraiment vocation à être le compagnon quotidien de tout le monde, de tous les êtres humains de la planète. Donc à un moment donné, on risque de devenir concurrent de Google. Et si on est dépendant du trafic Google, ça veut dire qu'on est dépendant d'un trafic qui est généré par un concurrent. Donc il peut nous tuer du jour au lendemain. Donc voilà, il ne s'agit pas de tirer le signal d'alarme, il faut juste se rendre bien compte que passer 50% de trafic Google sur son site, on devient dépendant d'un acteur qui potentiellement peut être notre concurrent et ça peut être dangereux. Donc c'est quelque chose qu'il faut bien regarder et bien travailler les sources de trafic, les mailings aussi, les réseaux sociaux, etc. Voilà, pour ne pas être dépendant de Google. Merci Olivier. Alors, pour être bien référencé, là, je vais citer 4 leviers important. Nous, chez Power Traffic, quand on signe un client, il y a un chef de projet. Après, il y a un de mes collaborateurs qui est focalisé sur la partie contenu, un sur la partie netlinking, un autre sur la partie réseaux sociaux, un autre sur la partie, on va dire, AdWords, bon, s'il y en a, puisque c'est complémentaire au référencement naturel. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a vraiment ces 4 piliers qu'il faut retenir. La partie contenu est très importante. Ce qui est important sur votre site, c'est d'avoir un contenu qui apporte déjà une valeur ajoutée, à la fois pour l'internaute, mais également pour les moteurs de recherche. Comme je disais tout à l'heure, ne pas se focaliser seulement sur des requêtes génériques, mais également travailler sur de la longue traîne. Google apprécie également
la mise à jour du contenu. N'hésitez pas, par exemple, si vous êtes un site e-commerce, de mettre en place, par exemple, un blog sur votre site et de rajouter des billets, des articles régulièrement, mais que ces articles aient tout de même une valeur ajoutée et que ces billets soient en rapport direct avec votre thématique. Il y a également l'arborescence du site qui est très importante par rapport à cette partie contenu. Si on regarde un petit peu les pages Wikipédia qui ressortent très bien dans les SERP, dans les résultats de Google, on peut s'apercevoir qu'il y a vraiment une architecture avec des titres donc, principaux et après des sous-titres, encore des sous-titres avec, entre ces titres et sous-titres, des paragraphes. Vous avez dû également entendre parler de la partie donc, duplicate content. Il ne faut absolument pas reprendre le contenu d'un de vos concurrents ou d'un acteur. Il faut absolument que votre contenu soit unique et que ce ne soit pas des successions de mots-clés. Il faut faire des phrases, sujets, verbes, compléments, éviter les fautes d'orthographe et éviter de se focaliser sur une requête. C'est justement là où finalement vous n'allez pas remonter dans les résultats. La deuxième partie qui est également très importante, Olivier l'a évoqué tout à l'heure, c'est les volumes de liens et également la qualité des liens. Il faut que d'autres sites sur la toile, d'autres, on va dire, noms de domaine, que ce soit des forums, des portails, des sites internet, vitrines, e-commerce, ou encore des blogueurs, parlent de vous. C'est indispensable que vous obteniez des liens au retour, donc que ce soit sur votre page d'accueil, mais également sur vos pages internes, vos catégories, vos sous-catégories, ou encore vos fiches produits. Par contre, il faut que ce soit naturel. Donc, qu'est-ce qui est finalement un bon lien, un bon backlink? C'est, par exemple, un blogueur influent, comme par exemple Olivier, qui va rédiger un billet qui est en rapport direct avec votre thématique, et au sein de ce billet, il va rédiger un contenu donc de qualité, qui se trouve donc ce billet sur un blog de qualité, et du coup, si Olivier fait un lien vers votre site et qu'il a inséré ce lien donc au sein de son contenu, vous avez toutes les chances, en tout cas s'il fait par exemple un lien sur une de vos catégories, du coup, il va donner du jus à cette catégorie et vous avez toutes les chances de remonter sur Google. Après, je ne vais pas rentrer dans les techniques, mais il y a également toute la suroptimisation des encres qu'il faut éviter. Donc, il faut absolument que ces liens soient naturels. Si on veut remonter sur une requête, comme je le disais tout à l'heure, boutique chaussures, au niveau des encres, il va falloir les varier, c'est-à-dire Olivier, quand il va faire un lien vers votre site, il ne va pas mettre boutique chaussures au niveau de l'encre, mais il va mettre par exemple www.votresite.com. Il y a également l'accessibilité au niveau de votre site. Vous avez dû entendre parler du terme responsive. C'est important, puisque j'en vois qui sont avec des tablettes là aujourd'hui. C'est important que votre site soit adapté pour les smartphones, pour les tablettes et également pour les ordinateurs, pour les PC. Alors après, que ce soit sous Chrome, Firefox, Internet Explorer, peu importe, mais c'est important que Google comprenne que votre site, en tout cas, est visible et s'adapte sur l'ensemble de ces supports, sachant que vous avez la possibilité, via un outil Google, là il n'y a rien de technique, un outil Google qui s'appelle donc Webmaster Tools, de pouvoir, puisque Google vous donne une note, de pouvoir voir si votre site s'adapte bien sur une tablette, un smartphone, donc c'est totalement gratuit. Il y a également l'aspect de confiance. C'est-à-dire qu'un site qui a déjà un historique, qui a déjà une autorité, Google va
un petit peu moins faire attention. Alors que si vous sortez un site avec un nom de domaine, en plus avec à la rigueur des mots-clés donc, à l'intérieur, et que ce jeune, on va dire, site, vous allez un petit peu trop loin, on va dire, dans le SEO, c'est-à-dire que Google va s'apercevoir que le site est fait plus pour le référencement naturel que finalement les internautes. Donc là, il faut faire vraiment attention et il faut juste faire attention. Le dernier point, hormis bien évidemment l'aspect technique, et ça c'est la priorité, c'est les réseaux sociaux. C'est important de créer, d'avoir un compte sur Facebook, Twitter, LinkedIn, Viadeo et d'autres. Également, pourquoi pas d'avoir une chaîne YouTube. Cette interactivité entre votre site et les réseaux sociaux va être un plus. Et également, au sein de vos billets, on en reparlera après, au sein de votre blog, des billets de votre blog, d'insérer, comme le fait Olivier, hein, des petits boutons Facebook, Twitter, puisque votre billet va pouvoir être partagé sur ces réseaux sociaux et du coup, Google va s'apercevoir que y a un certain attrait par rapport à ça et pareil, vous avez, en tout cas, c'est un des critères qui va rentrer en considération pour remonter sur les moteurs. Là, on va passer donc à 10 petits trucs et astuces, rien de technique, rien de compliqué, c'est des choses que j'utilise tous les jours, pareil pour mes équipes. Dans Google, vous avez juste à rajouter devant votre nom de domaine le terme site. Donc par exemple, site www.powertraffic.com, ça va vous donner le nombre de pages que Google a indexées dans son moteur, sachant que faites pas attention parce qu'à partir d'un certain moment, vous allez voir qu'il y a un petit message avec des résultats finalement qu'il n'a pas spécialement pris en considération parce que ça a été bloqué par des équipes techniques, on va dire. Au niveau de ces résultats, ce qui est important de regarder, c'est qu'il doit y avoir une corrélation entre le nombre de pages que vous avez sur votre site, mais de qualité, et ce chiffre-là. Ce que je veux dire par là, c'est que dans ces résultats, on doit retrouver seulement des pages avec une réelle valeur ajoutée. Je vais prendre un exemple. Les pages mention légale, pour Google, ça n'apporte aucune valeur ajoutée et un internaute, il ne va pas non plus être intéressé. Un autre exemple, on va prendre la page plan du site. Elle n'a pas besoin d'être indexée dans les résultats de recherche. Donc là, on va mettre une balise par exemple meta robot, hein, no index follow. On dit à Google, tu peux passer sur cette page plan du site, puisque c'est quand même le but, pour qu'après ils suivent les liens. Par contre, il ne va pas l'indexer. Pareil, les pages qui n'ont aucune valeur ajoutée, où il y a très peu de contenu, que ce soit contenu texte ou contenu média, et à ce moment-là, avec votre agence ou des techniciens, vous faites le nécessaire pour que ces pages-là ne soient pas indexées. Donc en faisant un site de points, on doit seulement voir des résultats pertinents. Le deuxième petit truc, c'est un outil qui est gratuit, notez-le, ça s'appelle GTmetrix. Aujourd'hui, Google prend en considération le temps de chargement d'un site. Donc, il va vous donner une note. Donc, PageSpeed, c'est par rapport à Google. Le eSlow, c'est par rapport à Yahoo. En tout cas, il vous donne une note qui va de A à D, je crois. Bon, en tout cas, en termes de pourcentage, c'est important de se rapprocher de 100%. Et ce qui est intéressant, vous avez juste à rentrer donc votre URL, à cliquer sur valider, et là, il va vous donner le temps de chargement de votre page, également le nombre de requêtes donc sur la page, et en dessous, pareil, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais tous ces éléments-là, finalement, demandent à être améliorés pour non pas obtenir B et C, mais plus A,
Et bien ça, vous le voyez avec votre agence pour qu'elle corrige des certains nombres de points. Je ne vais pas rentrer dans la technique, mais tout ce qui est différé JavaScript, mise en cache, ou encore tout ce qui est dimension des images. Bon, tout ça, c'est des termes techniques, mais dans un but précis de diminuer le temps de chargement, puisque c'est pris en considération par les moteurs. Troisième truc, c'est Kraken. Kraken.io. C'est un site pareil, c'est gratuit. C'est un outil qui permet de compresser les images tout en gardant vraiment une qualité exceptionnelle. Donc n'hésitez pas, vous reprenez par exemple sur votre page d'accueil, vous faites des tests en reprenant donc, les images qui se trouvent sur votre site et vous allez vous apercevoir que, comme par magie, vous allez pouvoir gagner des fois 70% par rapport au poids de l'image. Donc pour l'internaute, déjà, diminution du temps de chargement de la page, donc diminution du taux de rebond. Il y a plus de chances que l'internaute reste sur le site. Et également, Google va vous donner un petit plus. Il va dire, voilà, ce site se charge plus rapidement. Au niveau de la 5e astuce, vous connaissez donc le Firefox, le navigateur, et là c'est un petit module à installer, on va appeler ça un module ou un plugin, qui est Web Developer. Là, sans être un technicien, vous avez donc une petite barre là qui s'affiche avec un certain nombre d'outils. Donc là, n'hésitez pas à vous balader, il y a des fonctionnalités techniques, mais il y en a qui sont très simples. Là, j'en ai mis une. Je suis allé dans Info et après, j'ai cliqué sur Plan du site. Pourquoi? Parce qu'en cliquant là-dessus, ça va me donner l'ensemble des balises H, c'est-à-dire des H1, H2, H3 de la page, afin, comme je disais tout à l'heure, à l'instar de Wikipédia, que ça respecte une certaine architecture et que Google comprennent finalement qu'il y a des titres, des sous-titres et des contenus entre ces titres et sous-titres et qu'il y a un rapport entre ces titres et sous-titres. Alors là, c'était un exemple, mais vous avez également des fonctionnalités pour les images et pour plein de choses. Donc n'hésitez pas, c'est gratuit et ça reste pas trop technique. Le 5e point, c'est par rapport à, pareil, un outil qui s'appelle Barracuda Penguin Tools. Ça, c'est un outil gratuit. Vous avez juste à aller sur ce site, à coupler votre Google Analytics, juste là, rien de technique. Et comme l'a évoqué tout à l'heure Olivier par rapport à Google Panda et Google Pingouin et les autres également, donc changement d'algorithme ou filtre de Google, vous allez finalement voir si votre site internet a été pénalisé par tel ou tel changement d'algorithme. Rien de technique et c'est plutôt efficace puisque après on peut donc corriger tel ou tel élément sur son site, soit revoir ses backlinks au niveau du netlinking par rapport à Pingouin, soit par exemple revoir par rapport à Panda son contenu, par exemple par rapport au contenu dupliqué. Autre petit module à installer, c'est Majestic SEO. On parlait tout à l'heure des liens donc, externes, des liens retour, donc des backlinks. Par rapport à ça, il y a une question qu'on me pose quotidiennement au niveau de l'agence. Comment finalement je peux repérer si c'est un bon ou un mauvais backlink? Il y a deux notions importantes qui sont le trust flow et le citation flow. Le trust flow est basé sur finalement la confiance et le citation flow plus sur la popularité. Donc, plus vous êtes proche de 100 par rapport à ces deux indices, plus finalement le lien sera de qualité et vous apportera du jus, de la confiance. Donc du coup, c'est un lien qui mérite d'être gardé.
Donc là, vous avez juste à installer le petit module et à chaque fois à passer votre souris sur la petite étoile rouge là-haut et pour que ça vous donne la note citation flow, trust flow. Autre petit truc et astuce, par rapport à Google Panda, il faut absolument lutter contre le duplicate content. Donc, par rapport à un blog comme Olivier, par rapport à Abondance, il y a énormément de contenu, donc là c'est un petit peu moins important. Par contre, pour un jeune site, son contenu qu'il a rédigé soi-même vaut de l'or. Par rapport à ça, vous avez, alors il y en a d'autres, mais là je cite deux outils qui sont Copyscape et Plagium, qui permettent tout simplement, soit en faisant un copier-coller, soit en mettant une URL de votre site, de vous apercevoir si finalement votre contenu, entre guillemets, a été pompé, a été repris sur d'autres sites, et ça vous permet derrière de contacter par exemple le webmaster ou tout simplement de vous en rendre compte pour réagir derrière. Le dernière petite astuce, où là c'est un petit peu plus technique, mais pareil, on me pose pas mal de questions par rapport à ça. Quand vous tapez une requête dans Google, une expression, vous pouvez vous apercevoir que, par exemple, au milieu de la page, il y a un résultat naturel où vous avez soit un avis, soit une note, soit encore souvent les petites étoiles. Alors par rapport à ça, bon, Google, il y a pas mal d'adaptations qui sont faites en ce moment. Le tout, c'est que ça s'appelle les micro-formats, les microdonnées, donc les rich snippets. Et ça, n'hésitez pas à en parler avec votre agence web afin qu'elle les mette en place. Alors, je ne vais pas rentrer dans les éléments techniques, mais par exemple, ça peut se faire au niveau du fil d'Ariane ou encore au niveau de plein de choses, mais ça mérite en tout cas d'être évoqué avec le technicien. Un point où là, puisque c'est une actualité par rapport au site e-commerce, Google recommande, même si, je ne sais pas toi Olivier, mais moi j'ai pas vu énormément de changements par rapport à ça, au niveau des sites e-commerce, Google, mais même tout site internet désormais, Google recommande de le passer en HTTPS. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est juste que ça améliore, on va dire, la sécurité du site internet. Donc, pareil, ça c'est à évoquer avec votre agence. Le dernier point, j'ai simplement fait une capture d'écran d'un billet d'Olivier. Pourquoi? Parce que c'est l'exemple même d'un billet qui va remonter sur les moteurs de recherche. On peut s'apercevoir que déjà il y a un fil d'Ariane, donc ça je le recommande vraiment sur les sites internet. Et pourquoi je l'ai mis? Parce qu'il y a les boutons j'aime, Twitter, G+1. C'est ce que je disais en fait tout à l'heure, c'est si vous avez un blog, surtout n'hésitez pas, une fois que vous avez par exemple rédigé de votre billet, votre article, d'aller le partager. Et quand vous allez le partager, automatiquement, par exemple, Facebook va vous donner une petite description, va reprendre le début du billet et va le rogner. Là, juste une petite parade. N'hésitez pas, que ce soit surtout pour Google+, pour G+1 et pour Facebook, de faire un petit résumé unique pour chacun des acteurs, pour éviter ce duplicate content. Voilà, c'est juste une petite parade, mais j'ai remarqué que ceux qui le faisaient, du coup, le billet ressortait mieux sur les moteurs. Avant-dernier point, au niveau de la stratégie de contenu, bon, je vais un petit peu me répéter, mais c'est tellement important, vraiment d'avoir un contenu unique. Nous, on recommande au niveau de l'agence d'avoir au minimum 300 mots par page et d'avoir une stratégie SEO par page. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par page, on va décider de travailler sur une requête spécifique et sur une autre page du site, on ne va pas travailler
la même requête. Chaque page doit être unique par rapport à ses titres, sous-titres, donc balises H, par rapport aux balises méta, méta title, méta description, par rapport au contenu. Ce contenu être en rapport direct avec la requête, donc l'expression travaillée. Il doit vraiment être unique et, si possible, qu'il soit mis à jour régulièrement, comme d'ailleurs le fait Wikipédia. Donc ne changez pas votre contenu, mais n'hésitez pas à l'agrémenter régulièrement en fonction donc, des dernières, par exemple, news qui peuvent sortir par rapport, par exemple, à un article ou encore par rapport à une fiche produit, par exemple. Également au niveau de vos contenus, on se rend compte de plus en plus que, alors on parle de contenu texte, c'est bien, mais je me rends compte que les clients mettent des pavés, c'est bien, on leur demande. Par contre, il n'y a pas assez de contenu média. Le contenu texte, c'est bien, mais n'hésitez pas à rajouter du contenu média, photo ou encore donc vidéo, mais également, par exemple, ça peut être donc tout simplement des liens hypertextes. Hein. Ne pas hésiter à faire des liens vers que ce soit même vos concurrents. C'est pas spécialement gênant et ça a plutôt l'air naturel. Et également à insérer donc des présentations comme Bunker, comme SlideShare ou autres. Olivier, je te laisse la parole. Merci, j'étais un peu long. Ok, non, pas de souci. Donc on va parler un petit peu netlinking, donc le lien. Donc le netlinking, c'est quoi? C'est la recherche de liens, hein, la recherche de votes, donc, hein, puisque je disais un lien entrant. Donc lorsque vous avez un site web, dès qu'un autre site fait un lien vers vous, c'est un vote. Et donc plus vous avez de votes, plus vous êtes populaire. Donc ce lien, cette analyse de lien, je le disais en introduction, il est vraiment dans l'ADN de Google, il le sera encore pendant des années, hein, depuis sa conception et encore pendant quelques temps. Donc on entend parfois des petites rumeurs comme quoi le lien est moins important que Google, pour Google qu'avant. Bah oui, au début de Google, il y avait peut-être 10 ou 20 critères de pertinence, aujourd'hui il y en a 200, donc effectivement l'analyse des liens est peut-être relativement parlant moins importante pour Google, mais ça reste complètement dans l'ADN. Ce qu'il y a, c'est que ça a beaucoup changé et Google maintenant a 16 ans, hein, quelque chose comme ça. Et alors au début, évidemment, comme je le disais en introduction, il y a des gens qui ont essayé de manipuler Google. Et manipuler Google, vu que Google était très sensible aux liens, voilà, il paraît qu'il y a des régions où les gens achètent des votes. On peut aussi acheter des liens et on peut aussi créer des faux liens. Il y a des offres qu'on trouve assez facilement où on peut acheter des liens vers son site, des faux liens, donc des liens factices. Hein, et ça a fonctionné pendant des années. Et puis après, Google a sorti des filtres comme Penguin ou d'autres systèmes qui aujourd'hui pénalisent les sites dont la stratégie est basée, la stratégie de netlinking, donc la stratégie d'acquisition de liens, est basée sur des liens factices. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut arrêter et il faut vraiment baser sa stratégie d'acquisition de liens sur ce que j'appelle les liens bio, hein, c'est-à-dire des liens qui sont naturels, qui sont créés par des êtres humains et des liens de qualité. Alors qu'est-ce qu'un lien de qualité ? Alors c'est pas ce qu'on faisait avant. Alors avant il y avait des annuaires SEO, alors, il y avait des centaines d'annuaires, des annuaires qui existaient. Hein. On inscrivait son site sur un annuaire et puis ça faisait un lien. En échange, on avait un lien vers son site. C'était gratuit, c'était payant. Enfin, il y avait différentes formules, mais c'était des annuaires qui n'étaient jamais consultés, qui ne renvoyaient jamais aucun trafic. Les liens n'étaient jamais cliqués. Ils étaient là que pour créer des liens. Il y avait aussi des faux communiqués de presse, hein, des espèces de sites poubelles un peu, des espèces de blogs ouverts où n'importe qui pouvait finalement mettre du texte avec un lien vers son propre site. Voilà, tout ça c'est vraiment de l'histoire ancienne. Hein. Il faut vraiment bannir toutes ces techniques. Ça a fonctionné à un moment donné. Et puis un jour Google a dit stop, et quand Google dit stop, faut vraiment tout supprimer, tout abandonner, parce que sinon on se fait pénaliser, et énormément de sites ont été pénalisés par Google. Hier justement, il y a encore un site, tout un réseau de sites qui en Pologne a été pénalisé par Google. Mais il y a des sites, il y a des réseaux qui ont été pénalisés en France, en Espagne, enfin partout, hein, par Google. La pénalité, c'est on prend 30 positions en moins dans la face. En général, ça fait mal quand on passe de la 4e à la 34e position. C'est
c'est pas pareil au niveau du trafic. Hein. Donc, voilà. Bannissez tous les systèmes de liens factices et focalisez-vous sur peu de liens, mais des liens de qualité. Alors, des liens de qualité, c'est quoi? C'est un lien qui émane d'un site qui est dans la même thématique que la vôtre. Déjà, c'est un point important, ou dans une thématique connexe. Vous travaillez, alors Google appelle ça des clusters, vous travaillez dans la même sphère d'activité. Hein. Alors, c'est pas exact, bon, c'est pas les concurrents, bien sûr, vous n'avez pas demandé aux concurrents de faire des liens vers vous, mais un site qui est dans le même système, ça peut être dans la même région aussi, ou dans la même activité professionnelle. Privilégiez aussi les sites qui sont dans la même langue que le vôtre, bien sûr. C'est clair que si vous avez un site en français et que vous avez des liens depuis des sites russes ou chinois, honnêtement, c'est pas très très bon pour la vision qu'aura Google de votre site. Les textes d'encre. Alors les textes d'encre, c'est quoi? C'est le texte cliquable. Je crois que j'ai une slide, ouais, juste après. Le texte d'encre, c'est le texte cliquable, le texte que l'internaute va cliquer, le texte en bleu souligné la plupart du temps, pour aller sur votre site. Alors ça a vraiment énormément modifié et ça a beaucoup bougé. Il faut faire très attention à ces textes d'encre sur le web. Alors j'ai essayé d'expliquer ça, c'est pas facile à expliquer, c'est pas très simple. Alors j'ai essayé de l'expliquer par rapport à un exemple. Et Google, c'est important parce que Google a encore resserré les vis à ce niveau depuis 3 mois. Donc il faut essayer de faire vraiment les choses de façon propre pour ne pas être pénalisé derrière. Alors j'ai pris l'exemple d'un site qui s'appelle Photobox. C'est un site qui fait plein de choses autour de la photo. Il y a des livres photos, enfin voilà, des trucs pour Noël. C'est pas un client, donc j'ai pas de pourcentage sur les ventes. Alors disons voilà, moi j'aime bien ce site, je suis un partenaire par exemple, je vais faire un lien vers ce site. Ok, sur mon site. Si je fais un lien vers la page d'accueil, ici c'est la page d'accueil. Si je fais un lien vers la page d'accueil et que sur mon site, le texte cliquable, donc le texte sur lequel va cliquer l'internaute pour aller sur le site Photobox, si le texte est Photobox, Google va dire ok, c'est normal, je clique sur le texte Photobox et j'arrive sur la page Photobox. Pas de problème, ça me va bien. Par contre, si je fais un lien qui s'intitule développement photo, ou encore pire, développement photo pas cher, qui n'est pas vraiment naturel comme texte, Google va commencer à avoir une puce à l'oreille, il va dire c'est pas normal, parce que Photobox ce n'est pas que un site de développement photo, c'est un site de plein de choses, ils font plein de choses sur leur site, et ils ont une partie développement photo. Donc c'est pas normal que je propose un texte cliquable qui s'intitule développement photo, et qui pointe vers la page d'accueil qui est beaucoup plus générique. Donc là, il y a déjà un risque de pénalité pour le site Photobox. Par contre, si je prends la page interne sur le site Photobox qui parle spécifiquement de développement photo, à ce moment-là, je peux faire un texte cliquable qui s'intitule développement photo puisque je vais directement sur la page qui parle du développement photo. Donc il y a cohérence entre le texte cliquable et le contenu de la page distante. Et là, Google va dire ok, c'est bon, il n'y a pas de souci. Par contre, il ne sera pas d'accord si le texte d'encre s'appelle développement photo pas cher parce que ce n'est pas un texte cliquable qui est naturel. On sent que derrière, il y a du SEO qui est visé, etc. etc. Donc ça, c'est vraiment un point, c'est en train de se resserrer, l'étau est en train de se resserrer sur ce point. Et il y a pas mal de sites qui sont pénalisés aujourd'hui pour avoir essayé d'obtenir des liens avec des textes cliquables, des textes d'encre qui étaient trop optimisés. Donc faites très attention à ça. Il existe des logiciels qui permettent de vérifier quels sont des sites web comme Ahref par exemple, ou Majestic SEO que présentait Henri tout à l'heure, qui permettent d'obtenir les textes d'encre, de savoir qui fait des liens vers vous et avec quel texte d'encre. Donc ça c'est des choses qui sont des outils qui sont assez sympas. Un petit point aussi sur les réseaux sociaux. Alors, je vais mettre un petit bémol par rapport à ce que disait Henri tout à l'heure. Aujourd'hui, Facebook, Twitter, alors je ne parle pas de Google+, mais à part Google+, aucun réseau social n'a d'influence sur Google. Donc c'est un point important. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que les réseaux sociaux, c'est pas bien. Hein. Les réseaux sociaux, c'est super. Il faut aller sur Facebook, il faut aller sur Twitter, sur LinkedIn, sur Viadeo, sur Pinterest, sur tous ces outils, il n'y a aucun souci. Il faut juste ne pas attendre de ces réseaux sociaux qu'ils fassent évoluer vos liens ou vos pages dans les résultats de Google. Voilà. Il n'y a pas d'impact direct SEO. Il peut y avoir des impacts indirects via le trafic, via la notoriété, etc. Mais ce n'est pas parce que vous avez plus de j'aime, de partage, d'amis sur Facebook ou de retweets ou de followers sur Twitter que vos résultats vont grimper dans Google. Ça, c'est clair et c'est un point qu'il faut bien souligner. Le seul réseau social qui a un tout petit peu d'influence sur Google aujourd'hui, c'est Google+. Mais encore
très très peu. C'est-à-dire les +1, par exemple, n'ont pas d'influence sur Google, bizarrement. On pense que le signal social n'est pas assez fort encore sur Google+, pour qu'il y ait une influence sur le ranking, hein, sur le classement des pages. Par contre, les liens qui sont dans Google+, sont pris en compte par Google, donc ça c'est plutôt pas mal. Par contre, les liens qui sont vers votre site et qui viennent de Facebook, Twitter ne sont pas pris en compte par Google. Donc là aussi c'est un point important. Donc les réseaux sociaux Google ne prend en compte ni les liens qui viennent des réseaux sociaux, hors Google+, ni les partages, ni les j'aime, ni les commentaires, etc. Donc ça c'est un point assez capital. Et a priori, vu le niveau de concurrence entre les réseaux sociaux et Google, ça ne va pas beaucoup évoluer. Par contre, Google+ va certainement évoluer, donc les +1, etc., on peut penser qu'il va y avoir une influence dans les mois ou dans les années qui viennent. Mais bizarrement, oui, Google est, de façon générale, assez imperméable aux réseaux sociaux. Et à côté de ça, attention, hein, je le répète, c'est important, je ne suis pas en train de dire que les réseaux sociaux, c'est pas bien. Hein, c'est très très bien, c'est un apporteur de trafic extraordinaire, etc. Il y a un impact indirect, bien sûr, sur le SEO, comme un emailing ou comme toute action web marketing, mais il n'y a pas d'impact direct des réseaux sociaux sur Google. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? L'avenir un petit peu, hein, bien sûr, 10 règles d'or qui, à mon avis, sont importantes pour avoir un site qui obtient une bonne visibilité sur Google. Donc, avoir un site qui, dès le départ et au niveau technique, est conçu pour plaire à Google. Donc, si vous créez un site ou si vous faites une refonte de site, pensez à faire une espèce de validation SEO avant la mise en ligne. Tout ce qui est fait avant la mise en ligne du site est beaucoup plus facile à gérer que ce qui est fait une fois que le site est en ligne. Bon, on peut toujours tout faire, hein, mais c'est quand même beaucoup plus facile à faire au niveau du développement avant la mise en ligne. Bien choisir ses mots-clés, ça c'est un point important. Combien de fois je vois des gens qui essaient de se positionner sur des mots-clés que personne ne tape? C'est un petit peu dommage. Il y a des outils comme le planificateur de mots-clés de Google qui vous donne le volume de recherche des mots-clés. Donc combien de fois un terme, une requête est saisi dans Google. Donc utilisez le planificateur de mots-clés de Google, il va vous donner tout un tas de statistiques sur le nombre de fois où un mot est demandé sur le moteur. Proposer du contenu pertinent et à jour, bien sûr, hein, c'est la base, hein, c'est important pour fidéliser l'internaute. Obtenir des backlinks, donc des liens depuis d'autres sites, connexes de votre activité, j'en ai parlé. Faites vivre votre site, surtout si vous êtes dans l'actualité. Plus vous travaillez dans l'actualité, plus la fréquence de mise à jour d'un site est importante pour Google. Donc n'hésitez pas. C'est peut-être moins important pour un site institutionnel, un peu une plaquette. C'est très important si vous êtes vraiment dans l'actualité d'un domaine. Pas ses qualités. Aujourd'hui, c'est vraiment la qualité qui paye. Donc qualité du contenu, qualité du développement du site, qualité des liens, etc. Suivez votre référencement, bien sûr, regardez quelle est votre position, mais quelque part, c'est pas obligatoirement la position. Être premier, deuxième, troisième, c'est très bien, ça satisfait l'ego, mais ce qui est important, c'est d'obtenir un trafic de qualité. Donc, la question essentielle, c'est à quoi sert mon site? Pourquoi est-ce que j'ai développé un site web? Est-ce que je veux vendre si c'est une boutique? Est-ce que je veux obtenir des leads, des prospects que je vais recontacter par la suite? Est-ce que je veux que les gens s'abonnent à une newsletter? Est-ce que je veux que les gens regardent mon site, regardent au moins 3 pages de mon site? Est-ce que je veux un taux de rebond X ou Y, etc. Et est-ce que le trafic que me renvoie Google remplit cet objectif? Ça, c'est vraiment important, ce taux de conversion. Est-ce que, vraiment mesurer la qualité du trafic qui est renvoyé par Google? Se tenir au courant des évolutions des moteurs de recherche, bien sûr. Il y a un site qui s'appelle abondance.com, pour ça c'est gratuit, n'hésitez pas à le contacter. Cliquez un peu sur les pubs, merci. Travailler de façon honnête et loyale. Hein. Bon, l'ambiance n'est pas du tout à essayer de manipuler Google aujourd'hui. Hein. Google a déclaré la guerre aux gens qui essaient de manipuler son système, et quand on se retrouve pénalisé par Google, ça fait pas du bien en règle générale. Quand on perd tout le trafic qui vient de Google. Et puis c'est aussi une grande école de l'humilité, parce que c'est pas une science exacte, et c'est un métier où on apprend toujours. C'est en perpétuelle évolution. Il y a très rarement des révolutions, mais c'est en perpétuelle évolution, donc c'est intéressant. Et puis ma foi, devant le géant Google, on fait souvent preuve d'humilité. L'avenir, c'est quoi? L'avenir proche, déjà. L'avenir proche, c'est déjà faire les choses bien. Ce serait déjà... Franchement, ça fait 20 ans que je fais ce métier, et aujourd'hui encore, je vois des sites qui sont développés sans les fondamentaux SEO. Je pense que, franchement, 90% des sites actuels n'ont même pas les fondamentaux pour le SEO.
les balises H1, H6, les titles, les URL, les balises métadescription, etc. Bref, vraiment l'aspect fondamental. Déjà ça, si on faisait ça, déjà la situation serait déjà bien meilleure. Je ne parle pas de science-fiction, hein, c'est des choses qui existaient déjà il y a 10 ans, mais voilà, mon constat, il est que clairement, il y a 9 sites sur 10 qui ne sont pas encore optimisés, voire pas du tout optimisés pour les moteurs de recherche au niveau technique. Pensée qualité, j'en ai parlé, c'est vraiment très très important aujourd'hui, la pensée qualité de la conception technique, du contenu rédactionnel. Ce qui marche, c'est le contenu de qualité, c'est le contenu riche, sémantiquement riche, j'en ai parlé avec Mingbird tout à l'heure. C'est pas juste quelques mots qu'on va balancer à droite à gauche, c'est vraiment du contenu de qualité, hein. Henri parlait de 300 mots, oui, il y a la quantité, il y a la qualité aussi, avec la richesse des textes, et la qualité des liens que vous allez obtenir, j'en ai également parlé. Ça ne coûte pas obligatoirement très cher le SEO. Par contre, c'est du temps et c'est du bon sens. Alors le bon sens, on l'a. Le temps, on l'a pas toujours. Bon, c'est clair. Et pourtant, en fait, tout dépend du niveau qu'a le web dans votre stratégie d'entreprise. Si le web, c'est juste une plaquette qui est là pour avoir une plaquette et pour dire j'ai un site web, vous n'avez pas à investir beaucoup de temps dans votre stratégie SEO, même dans votre stratégie web. Mais si le web est au cœur de votre activité, ou sera bientôt au cœur de votre activité, parce que vous sentez que ça prend le dessus, enfin que c'est vraiment, ça devient de plus en plus important, vous devez absolument dégager du temps pour le SEO, pour la visibilité Google, parce que c'est 50% du trafic sur votre site, enfin c'est énorme. Donc c'est soit du temps, soit passer par une agence, c'est tout à fait possible. Mais il faut prendre en compte le SEO à l'avenir, parce que c'est quelque chose qui est absolument obligatoire. Parlons un petit peu d'avenir aussi, de où est-ce qu'on va. Alors voilà, là on rentre, enfin la science-fiction sur l'internet c'est cet après-midi, hein, donc c'est pas et la prospective c'est demain, donc tout va très vite. Hein. Henri a parlé d'un certain nombre de choses, les nouveaux critères de pertinence qui ont été annoncés par Google depuis quelques mois. Donc il y a 200, 201, 202, 203 critères de pertinence, puisqu'il y en a des nouveaux. Donc le temps d'affichage des pages. Google a annoncé, ça fait déjà 2 ans, que les sites qui s'affichent rapidement seront mieux classés. Bon, dans les faits, on ne le voit pas, hein, clairement. Ceci dit, si votre site il est lent, c'est l'internaute qui le sanctionnera, avant que Google le fasse. Donc déjà, le temps d'affichage des pages, c'est important pour l'internaute. Après, on peut parler de petits trucs pour Google, mais globalement, il y a très peu d'influence sur le SEO. La sécurisation en HTTPS, c'est le fait que votre site devienne sécurisé. Bon, si vous avez une boutique, en règle générale, c'est sécurisé à la base. Mais voilà, Google a dit cet été, les sites sécurisés seront mieux classés. Bon, pour le moment, on ne voit pas d'impact non plus, hein, mais bon, on peut penser que l'année prochaine, on verra, on s'adaptera, on mesurera, on s'adaptera, pourquoi pas. Que les sites donc sécurisés seront mieux classés. Sauf que sécuriser un site, c'est pas simple, c'est pas neutre au niveau technique, il faut acheter un certificat, c'est pas neutre au niveau financier, etc. etc. Donc voilà, il y a quand même du boulot derrière. La compatibilité mobile, alors ça c'était la semaine dernière, hein, les petites nouveautés, hein, Google a dit, les sites qui sont compatibles avec les mobiles seront mieux classés. Donc bien sûr, là encore, on ne voit aucune modification dans les résultats, hein, parce que c'est très récent. Google fait des annonces, et puis parfois, il se passe des mois, des semestres, voire des années avant qu'il y ait une véritable... qu'on voit la différence dans les résultats, mais effectivement, maintenant, on essaie de bien vérifier que notre site est compatible mobile. Hein, Henri en parlait, il y a des outils pour Webmaster qui sont c'est un site spécifique, gratuit, que fournit Google, avec des tests à l'intérieur, où il va vous dire ça va pas, au niveau compatibilité mobile de votre site. Donc c'est assez intéressant. Bon, les outils pour Webmaster de Google, de toute façon, dès qu'on fait du SEO, c'est absolument obligatoire. C'est gratuit, donc faut pas hésiter. L'anticipation, donc Google Now, Siri chez Apple, Cortana chez Microsoft, c'est le fait de s'affranchir finalement du formulaire de recherche. C'est que honnêtement, on utilise tous Google et on se déshabille devant Google, enfin moralement, hein. Tous les jours. Google nous connaît parfaitement. Moi, j'habite en Alsace. Tout à l'heure, j'ai un train pour Paris. Je l'ai commandé via Chrome, donc Google sait que j'ai commandé ou que j'ai réservé un train, mais il va m'envoyer un message, il m'a envoyé d'ailleurs déjà un message sur mon mobile pour me dire attention, votre train, faut pas l'oublier, s'il y a un retard il va me le dire, etc. etc. Donc c'est l'anticipation, on n'attend pas que l'internaute saisisse une requête,
on essaie de connaître ses besoins, ses attentes et son fonctionnement, et on va lui fournir, en tant que moteur, on va lui fournir l'information avant qu'il la demande. Donc ça, c'est vraiment au cœur des recherches des moteurs à l'heure actuelle. Les moteurs de réponse. Alors les moteurs de réponse, je passe les termes un peu plus techniques. Hein. Le moteur de réponse, c'est exactement la stratégie de Google à l'heure actuelle. Donc c'est quelque chose qu'on suit beaucoup. C'est le fait que Google est passé donc de la stratégie de moteur de recherche à moteur de réponse. Avant, un moteur de recherche, c'était l'internaute tape des requêtes et le moteur fournit des liens pour aller sur d'autres sites. Le moteur de réponse, c'est la stratégie Google, c'est moi Google, tu me poses une question, je te donne la réponse. Je ne te donne pas des liens pour aller voir la réponse sur d'autres sites, c'était moi qui te donne la réponse. Donc si vous tapez météo par exemple sur Google, il va vous géolocaliser, il va voir que vous êtes à Rouen, il va vous fournir la météo directement, c'est une réponse Google. Et ensuite il y a les liens vers Météo France. Donc ça c'est de plus en plus, semaine après semaine, mois après mois, Google va vers cette stratégie de Google de moteur de réponse et de fournir lui-même la réponse. Donc, et de dire, voilà, vous restez chez moi, vous restez chez Google, et puis en même temps, vous cliquez sur mes pubs, bien sûr. Donc cette notion de moteur de réponse va certainement pas mal changer le SEO. La sémantique, j'en ai parlé, donc le fait que Google essaie de comprendre le sens du contenu du web, et de comprendre le sens des requêtes des internautes, de ce que recherche l'internaute. Ce n'est pas juste une suite de mots, c'est quel est le sens de la requête, et de mettre en relation le sens de la requête avec le sens des pages web. Donc il y a énormément de notions de sémantique qui sont en train de se mettre en place. L'expertise aussi, on appelle ça l'auto-rank, c'est le fait qu'un contenu écrit par quelqu'un qui est défini comme un expert par Google sera mieux classé qu'un contenu écrit par une personne qui est considérée comme généraliste. Alors ça, c'est encore en train, c'est dans les cartons et c'est en train de. Et Google travaille sur cette notion d'expert. Comment définir un expert sur le web? L'expert écrit un contenu, il sera mieux classé que celui qui est écrit par un non-expert aux yeux de Google, bien sûr, si tant est que Google ait des yeux. La personnalisation aussi, la page de résultats. On tape une requête, la page de résultats est déjà aujourd'hui énormément personnalisée en fonction de notre localisation géographique, de notre passé de chercheur, des requêtes qu'on a tapées précédemment, des sites sur lesquels on va souvent, etc., etc. Donc là, on est plus de 150 personnes. On retourne chez nous, on va sur Google, on tape la même requête, on aura 150 pages de résultats différentes. Donc c'est aussi parce que chaque page de résultats est personnalisée à l'internaute par Google. Ce qui pose quand même des questions aussi sur nos données personnelles, hein, parce que plus ça va, plus on utilise Chrome, les outils de Google, Gmail, etc. Et tout ça, ce sont des informations personnelles que Google emmagasine au fur et à mesure. Voilà pour cette présentation. Je pense qu'on peut peut-être passer, on est presque dans les temps, on peut peut-être passer à une petite séance de questions-réponses, s'il y en a. J'espère qu'il y en a. C'est toujours la première qui est la plus difficile à poser. Tu peux faire passer un micro? On va se partager un micro. Voilà, il y a une question. Merci pour la dame qui a le courage de poser la première question. Voilà, il faut lancer. Bonjour. J'avais lu, et je crois que c'était sur votre site, que l'auto-rank n'était plus trop d'actualité. Alors, ce qui n'est plus d'actualité, c'est l'authorship. En fait, il faudrait rentrer un petit peu dans les détails, mais l'authorship, c'est juste une balise qui permettait à Google de relier facilement un contenu à un auteur. Pour dire, ce contenu a été écrit par cette personne. Et donc, du coup, à l'époque, Google mettait la photo de l'auteur dans ses résultats. Ça, Google l'a abandonné. Mais il n'a pas abandonné la notion d'auto-rank. C'est le fait, non pas de juste dire ce contenu a été écrit par quelqu'un, c'est ce contenu a été écrit par un expert ou un généraliste, ou un inconnu. Voilà, donc c'est cette notion de valeur, parce que l'authorship, c'était juste la notion d'auteur, et ce n'était pas un critère de pertinence, alors que l'auto-rank sera un critère de pertinence. C'est si ce contenu a été écrit par un expert, alors il sera mieux classé. Alors par contre, on ne sait pas du tout comment il va faire, puisque c'est encore dans les cartons. Donc on est aux abois. Merci. Bonjour, je suis là, juste à côté. J'ai une question concernant le duplicate content. Il me semble que si on donne son accord à un site parce que, voilà, pour différentes raisons, pour reprendre un article publié, est-ce qu'il n'y a pas une possibilité de faire en sorte que Google ne considère pas ça comme du duplicate content ? Oui, alors pour ce qui est du contenu dupliqué, en fait, il faut bien faire la différence entre deux types de contenu dupliqué. Le contenu dupliqué intra-site, c'est-à-dire au sein du même site.
Par exemple, une fiche produit qui serait dans 4 rayons différents, ou un même article dans 4 rubriques différentes, donc au sein du même site. Donc ça, c'est l'intrasite. Et le duplicate content intersite, entre sites différents. Par exemple, je vais reprendre la dépêche de l'AFP, par exemple, ce type sur mon site à moi. Ce qui est problématique aujourd'hui en termes de SEO, c'est l'intrasite. C'est le fait qu'un contenu soit dupliqué plus ou moins souvent sur le même site. Ça, effectivement, il y a notamment Panda, il y a des risques de pénalité là-dessus. Donc il faut vraiment être très attentif à ce point-là. Pour ce qui est du duplicate content intersite, entre sites, ça ne génère pas de pénalité au sens Google. Il n'y a pas de punition. Google ne va pas vous punir parce que vous reprenez une dépêche AFP. Google ne va pas vous punir parce que vous reprenez la description de l'iPhone sur votre site pour voir si vous vendez des iPhones, enfin, etc. Par contre, il y a une notion de... Donc il n'y a pas de punition. Par contre, Google ne va en retenir qu'un contenu. Alors si moi je me dis tiens, je vais reprendre un contenu de l'AFP, donc imaginons que j'ai le droit, hein, bien sûr, en tant qu'affaire, il y a des lois dans ce pays quand même. Donc je dis ok, j'ai un accord avec l'AFP, je reprends ces articles. Google va définir quel est l'original. Alors il y a plusieurs critères, hein, il va définir quel est l'original, et c'est l'original qui aura la visibilité. Moi, si je reprends, Google le prendra, mais par contre je n'aurai pas de visibilité. C'est des index différents, bref, je passe les détails, mais Google va définir quel est l'original, il appelle ça le canonique, et il dira toutes les autres sont des dupliqués, sont des copies. Mais il ne punit pas, c'est juste qu'il donne la visibilité à l'original. Il peut se tromper d'ailleurs. Alors il y a effectivement des possibilités, il y a des balises qui s'appellent canonical, qui permettent de dire je suis dupliqué. Il n'existe pas de balises qui disent je suis canonique, je suis l'original. Sinon tout le monde dirait je suis l'original, ça ne marcherait pas. Donc il existe des balises. Par exemple, imaginons je signe un contrat avec l'AFP ou avec Apple pour reprendre ses fiches produits. Et ce site va me dire ok, tu peux reprendre mon contenu, mais tu mets une balise dans tes pages qui dit que tu es dupliqué de mon site. Et à ce moment-là, Google verra et dit ok, sur le site machin Tartampion, c'est le même contenu que chez AFP, Apple ou ailleurs, mais il a la balise qui dit qu'il est dupliqué, qu'il est la copie. Et donc là, il n'y aura pas de problème. Merci. Merci. Il y a une question au fond là-bas. Il faut lever très haut. À droite. Okay. Merci. C'est parti. Ah, il est allé trop loin, le monsieur. Il est là. Il est juste là. On va y arriver. Non, mais on ne veut pas que vous posiez la question, en fait. Voilà, oui, c'est une question très simple. Je voulais savoir dans quelle mesure le nom de domaine a une influence sur le SEO aujourd'hui. Le nom de domaine a une influence moins forte qu'avant, mais elle reste forte. Donc le nom de domaine, c'est vraiment le truc machin.com ou truc machin.fr. Enfin, voilà, sur les requêtes génériques, si vous tapez des requêtes génériques, vous aurez toujours Wikipédia qui sortira et un site qui contient ventematela.com ou qui contient les requêtes. Ça a un poids beaucoup moins fort qu'avant, mais ça reste essentiel. Ce qu'il y a, c'est qu'on ne peut utiliser qu'un nom de domaine. Donc il faut bien, le nom de domaine sera soit le nom de la société, soit des mots qui représentent son activité. Sachant qu'on ne peut pas non plus aller très loin, parce que Google a aussi un filtre anti-spam sur les noms de domaine. Lorsqu'il y a plus de 2, 3, dès qu'on commence à avoir des noms de domaine de type vente-matelas-rouen-haute-normandie-pas-cher.com, je caricature à peine, là par contre c'est pénalisé. Donc il faut faire les choses proprement en général. Mais effectivement, il y a un poids toujours, c'est clair. Merci Olivier. Oh, que de questions. Chacun son tour. Hein. Il y a eu une main levée juste avant vous. Madame. Bonjour. Concernant le référencement mobile et le nouveau critère Google sur les mobiles, vous dites qu'il faut qu'il soit compatible. Vous parlez de responsive ou aussi de site qui va renvoyer vers une version mobile. Est-ce que ça marche pour les deux ou est-ce qu'il faut exclusivement un site responsive ? Les deux. Alors, effectivement, il y a deux possibilités. Soit vous prenez un site responsive et il n'y aura qu'une URL, en fait, il n'y aura qu'une adresse. Et en fait, le site va s'adapter au terminal. Soit vous avez un site web et un site mobile, m. ou .mobi, ou voilà, il y a deux URL, en fait, deux sites. Les deux fonctionnent, hein, les deux fonctionnent. Google, en fait, préconise le responsive design. Après, par contre, le responsive design, quelque part, c'est plus facile parce que,
C'est un peu usine à gaz le responsive design quand même, mais en même temps, donc c'est un peu plus complexe techniquement, mais en même temps pour le SEO c'est plus facile parce qu'il n'y a qu'une optimisation. Les balises sont les mêmes, l'optimisation est la même, etc. Si vous avez 2 sites, par contre, il y a pas mal de choses à faire au niveau technique. C'est ma deuxième question. Voilà, il y a pas mal de choses à faire. Alors là, on rentrerait dans la technique au niveau du robot.txt, au niveau de la redirection des robots Google, etc. Des balises canonical. Il y a tout un tas de choses à prendre en compte. Alors si ça vous intéresse, vous avez mon adresse mail. Vous pouvez m'envoyer un petit mail. Je vous enverrai tout un document qui explique ce qu'il faut faire en termes de compatibilité mobile lorsqu'on a 2 sites différents, gratuitement bien sûr. Enfin, après, vous me donnez ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Mais c'est un peu plus... Enfin, les deux fonctionnent. On fera du référencement mobile très bien dans les 2 cas. C'est pas la même stratégie dans les 2 cas. Il y en a un où il n'y a qu'un site, il y en a l'autre où il y a 2 sites, et il y a pas mal de trucs à prévoir lorsqu'il y a 2 sites différents. Mais une fois que c'est fait, ça marche très bien. Bien, on va prendre encore une question ou 2. Donc, les opinions sont très variables entre différents conseils en master. Et on m'a dit que Google n'aimait pas que l'on modifie ses pages. Il faut plutôt créer de nouvelles pages. Voilà. Grande question. Moi, j'aurais effectivement tendance à... Bon, il y aurait des milliers de choses à dire là-dedans, sur cette question. Est-ce qu'il faut créer des nouvelles pages ou modifier des pages existantes? Il y a du pour, il y a du contre, ça dépend de plein de critères. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non, comme on dit, dans la région. Alors, pour Google News, par exemple, pour Google Actualité, si vous avez un site dans Google Actualité, la partie Actualité de Google, effectivement, il faut vraiment créer des nouvelles URL. Clairement, c'est vraiment important de créer des nouvelles pages plutôt que de mettre à jour des pages anciennes. Pour Google Web Search, ça dépend, parce que si vous modifiez une page qui existait déjà, vous gardez les liens qui étaient sur cette page, donc ça reste intéressant, vous gardez la popularité. Si vous créez une nouvelle URL, vous repartez à 0 en termes de popularité, en termes de liens, donc il faut que vous regagniez des liens sur cette page. Franchement, c'est vraiment du cas par cas. Je pourrais pas dire qu'il y a une réponse catégorique dans un cas ou dans un autre. Les deux ont du pour et du contre. Moi, j'aurais plutôt tendance, si vous créez des nouvelles pages, vous faites grossir le site, donc c'est bien. Aux yeux de Google, Google préfère les gros sites plutôt que les petits sites. Enfin, mais il n'y a pas de réponse tranchée sur cette question. Donc, il y a du pour et du contre. Encore une question pour Henri cette fois-ci? Non, déjà, moi je... Ça marche pas? Une autre question, oui. Juste par rapport à ce qu'a dit donc Olivier auparavant, bon, je suis totalement d'accord avec lui. Ce qui est important, juste pour revenir sur les 2 questions, sur la question par rapport au duplicate content interne. Donc pour ceux qui sont un petit peu plus techniques, il y a vraiment 3 solutions. C'est déjà de bien travailler le robot TXT, de rajouter les lignes avec le robot TXT. URL canonique, et également par rapport à une page spécifique, vous avez la possibilité avec la balise méta robot de renseigner un certain nombre d'éléments, no index, follow, pour justement éviter ce duplicate content interne. Par rapport à la question au niveau du nom de domaine, nous ce qu'on recommande au niveau de l'agence, c'est davantage d'avoir un nom de domaine où il n'y a pas spécialement de mots-clés, ou alors où il n'y a pas plusieurs mots-clés. On privilégie davantage les noms de marques. Donc ce qu'on recommande, c'est de déposer la marque à l'INPI, après de ne pas réserver une multitude de noms de domaine, mais juste dans un premier temps le .com et le .fr. Et du coup, quand par exemple on obtient des backlinks, s'il n'y a pas par exemple de mots-clés au sein du nom de domaine, au moins de soucis. Et puis c'est vrai que ça facilite pas mal de choses, même si, comme Olivier l'a bien dit, aujourd'hui, ceux qui ont des mots-clés encore dans le nom de domaine, même si c'est un petit peu moins bien pris en considération par les moteurs de recherche, principalement par Google, tout de même, il suffit de taper diagnostic immobilier pour se rendre compte que c'est quand même ceux qui ont les termes diagnostic et immobilier dans le nom de domaine qui ressortent bien. Mais je suis persuadé que d'ici quelques mois ou quelques années, ça aura beaucoup moins de poids. Donc moi je privilégie les marques. Voilà. Juste peut-être par rapport à la question au niveau du contenu.
Je pense qu'il faut vraiment garder justement les contenus, ne pas spécialement les rajouter du contenu, soit sur la même page, et là, comme le disait bien Olivier, au niveau de Google Actualité, alors là, pour le coup, là, ajouter du contenu nouveau. Voilà, peut-être une autre question. Bonjour à tous, bonjour Olivier. Un nouveau site que je viens de lancer. Cette fois, je ne l'ai pas codé, je suis passée par PrestaShop. Et du coup, j'ai testé avec ton truc et astuce, Henri, sur site de mon marché de Noël alsacien. Ce qui se passe, c'est que j'ai indexé un blog WordPress à côté, puisque je me suis dit que ça allait développer le référencement. Sauf que là, aucune page du site PrestaShop, du site e-commerce, ne sort. Est-ce que tu sais d'où ça peut venir ou pas du tout? Alors là, ça devient technique. Non, pas spécialement. Après, il peut y avoir un certain nombre de raisons. Déjà, au niveau du blog, voir s'il est dans un dossier, sur un sous-domaine ou autre. Voir également, souvent, avant de lancer un site, et ça, on l'a rencontré avec pas mal d'agences, où il laissait en fait une balise méta no index, no follow. En gros, Google ne pouvait pas indexer le site, ou alors à la racine de votre site, au niveau du FTP, du serveur, il y a donc, on peut mettre un fichier robot.txt avec juste une ligne avec un disallo de points slash qui dit en gros à tous les moteurs, si c'est un user agent avec une petite étoile pour tous les moteurs, en gros, vous n'indexez pas le site. Donc là, alors peut-être que Google l'a pas encore trouvé, donc ça il faut l'aider. Par exemple le site. Vous avez également la possibilité via les outils de Google de pouvoir indiquer en tout cas que justement il y a cette nouvelle URL et le lancement de ce site. Donc il suffit de rentrer l'URL et de cliquer sur. Après, il faudrait que je regarde, mais assez rapidement, on devrait trouver une solution. Et effectivement, c'est pas logique. Surtout qu'aujourd'hui, avec les logs, quand même, Google trouve quand même très rapidement les sites. Donc, il faudrait que je jette un petit coup d'œil et on devrait trouver la solution. Merci Henri. Merci pour toutes vos questions très intéressantes. Effectivement, j'espère que vous avez bien mis votre bulletin de participation. Sait-on jamais. On aura un seul gagnant cet après-midi. Je souhaite que ce soit un d'entre vous. De toute manière, ce sera un d'entre vous. Lequel? Suspense. Très bien. Merci beaucoup, Olivier. Merci beaucoup, Henri. On peut les applaudir. Merci beaucoup.